Quels sont les éléments à prendre en compte quand on veut améliorer sa santé par l'alimentation? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, je te souhaite la bienvenue sur Cuisine Santé Vegan. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 piliers de l'alimentation saine qu'il faut considérer pour avoir une meilleure santé grâce à l'alimentation. Attention, c'est parti, générique! Pilier numéro 1, c'est vraiment la base, c'est manger bio. Alors tu vas me dire, manger bio, pourquoi? Parce que le bio, c'est quand même plus cher que l'alimentation traditionnelle, c'est vrai. Mais là, on ne va pas regarder le prix, encore que, bon, avec les paniers, avec parfois les invendus que tu peux avoir pour pas cher, voire gratuitement, enfin, il y a plein de combines pour manger bio et pas cher, mais on ne va pas parler de ça dans cette vidéo, on va parler de l'intérêt de manger bio. Pour comprendre l'intérêt de manger bio, il faut savoir que dans le bio, alors je parle surtout de bio français, c'est pas que je sois chauvin, c'est parce qu'en fait la charte de l'agriculture biologique en France, c'est-à-dire comment être producteur et vendre ses produits sous le label agriculture biologique, bien en fait il faut répondre à un certain cahier des charges et qui est très strict. En fait, le plus strict que j'ai vu dans tous les pays du monde qui pratiquent l'alimentation biologique, avec des noms divers selon les pays, c'est la France. Quel est le risque à ne pas consommer bio? Le problème, c'est que dans le non bio, tu as... Alors, je ne parle pas des produits transformés qui rajoutent des colorants, etc. C'est vrai qu'il n'y en a pas... Enfin, il y a des colorants chimiques dans le non bio et il n'y en a pas dans le bio. Sauf pour la viande. Je sais que pour la viande bio, on rajoute maintenant du colorant rouge parce qu'un cadavre d'animal qui n'est pas coloré, c'est... la couleur, c'est un peu comme la table. Enfin, toi, c'est pas appétissant. Donc, pour avoir l'impression que la bête a été tuée et qu'il y a encore le sang qui rougit la viande, qui rougit les muscles, eh bien on ajoute du colorant rouge qui est toxique. Bon. Et ça, malheureusement, c'est accepté dans le bio. Bon. Tout le monde ne le fait pas, mais c'est accepté. Donc, à part ça, il n'y a pas du tout de colorant chimique dans les produits préparés. Mais si on parle des produits naturels, les produits de matière première, on va dire, eh bien, il n'y a pas de colorant, évidemment, et il n'y a pas non plus, surtout, c'est ça le plus important, il n'y a pas d'OGM, et il n'y a pas non plus de pesticides chimiques. Alors, pour ce qui est des pesticides chimiques, certains disent, non, je suis désolé, mais dans le bio, il y a des pesticides, il y a des traces de pesticides. C'est vrai, quand tu cultives un champ bio qui est juste à côté d'un champ qui est pesticidé à mort, évidemment, tu récupères une partie des pesticides, notamment par l'air. Bon, si tu cultives des salades, par exemple, ou du raisin, où tu mets énormément de pesticides dessus, avec le vent, forcément, ça apporte des pesticides et ça abîme les sols bio. Bon. Mais en fait, la part de pesticides dans l'alimentation bio, c'est 3% par rapport à un aliment produit de manière traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est 33 fois moins de pesticides dans le bio que dans le non-bio. Alors, est-ce que c'est grave ou pas de consommer des pesticides? Parce qu'on pourrait se dire, oui, il y en a moins, mais est-ce que vraiment c'est si grave que ça? Alors, il faut savoir que les pesticides, c'est extrêmement mauvais pour l'alimentation humaine, on pourra en reparler. C'est aussi très mauvais pour les producteurs, parce que moi je connais un producteur qui m'a dit j'ai arrêté de faire du conventionnel parce que chaque fois que j'ouvrais la boîte qui me permettait de déverser des pesticides sur mes cultures, je saignais du nez. Donc si rien qu'à l'ouverture, déjà tu saignes du nez, tu dis là il y a peut-être un problème. Je ne sais pas si tu as déjà vu des agriculteurs qui mettent beaucoup de pesticides sur leur culture et qui sont habillés en cosmonautes. Je dis c'est quand même un peu étrange quand même. Donc, si c'était bon pour la santé, il se protégerait pas autant. Bon. Donc, il est clair qu'il y a beaucoup d'études, on pourra en reparler sur les pesticides, mais
qui abîment considérablement la santé humaine. Donc il vaut mieux les éviter. D'accord ? Et dans le bio, tu as 33 fois moins de pesticides que dans le conventionnel. Alors est-ce que vraiment, quand tu consommes conventionnel, est-ce que tu absorbes autant de pesticides que ça ? Parce qu'on pourrait se dire, oui, les gens qui balancent des pesticides sur les cultures, effectivement, c'est extrêmement nocif parce qu'ils en déversent une grande quantité, mais avec l'eau, l'air, la croissance de la plante, est-ce qu'il en reste beaucoup dans les aliments ? En fait, oui, malheureusement. Si tu consommes de manière conventionnelle, la quantité d'insecticides, pour ne parler que de ça, parce qu'il existe d'autres pesticides, les fongicides, etc., mais rien que les insecticides, c'est comme si tu buvais tous les jours un demi-verre de cantine d'insecticides. Donc imagine, tu dis aujourd'hui je ne mange pas, au lieu de manger conventionnel, je prends ma dose, un demi-verre d'insecticide que j'avale chaque jour. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un voulait être aussi intoxiqué en bio qu'en conventionnel, en plus dans son alimentation bio, il faudra qu'il prenne un demi-verre de cantine d'insecticide par jour. Moi, ça me donne pas tellement envie. Le deuxième pilier, c'est le locavorisme. Alors bon, être locavore, c'est pas un régime alimentaire, ça veut simplement dire, c'est un petit jeu de mots qui veut dire je veux manger local. Alors pourquoi manger local ? Déjà, forcément, si tu manges bio et qu'il vaut mieux manger français, déjà c'est un peu plus local que si tu fais venir du bio d'Espagne ou d'ailleurs. Ou du bio de Chine par exemple. Donc tu manges français, donc déjà c'est un peu local. Et si tu manges encore plus local, c'est-à-dire plutôt des produits de ta région, tu vas aider les petits producteurs de ta région, tant mieux. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est pas la part la plus importante de la santé, mais ça en fait partie, c'est-à-dire que on est tous météo-sensibles, c'est-à-dire que la météo joue sur nous. Quelqu'un qui est habitué par exemple à vivre dans l'est de la France où tu as des hivers à -20, tu es dans un certain climat et finalement tu habites dans le sud où les hivers, si tu as des hivers à 5 degrés, c'est qu'il fait déjà froid, forcément la météo agit sur nous. Et donc l'idée du locavorisme, c'est de consommer des fruits et des légumes qui poussent dans nos régions. Si tu es dans une région tropicale, il est normal que tu consommes des produits tropicaux. Alors que quand on est en plein hiver dans l'est de la France, est-ce que c'est normal de consommer des fruits tropicaux ? C'est un peu bizarre. Il faut consommer des aliments qui poussent naturellement dans l'environnement dans lequel tu vis. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Le troisième pilier pour avoir une meilleure santé, c'est consommer végétal le plus possible. Personnellement, je suis végétalien, je suis même vegan, mais ça répond à une autre... pour moi, végétalisme plus bio, c'est vegan, parce que si tu protèges les animaux, si tu as à cœur à protéger les animaux, eh bien tu as à cœur aussi à respecter leur environnement, donc il vaut mieux consommer bio parce que les pesticides, ça détruit aussi, ça pollue énormément et ça détruit énormément d'espèces animales. Mais bon, disons que pour moi, vegan, ça inclut le bio et le végétalisme. Donc végétalisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire consommer tous les végétaux, alors pas tous, parce qu'ils sont pas tous bons pour la santé humaine, mais ça signifie consommer des végétaux. Et que ça, c'est-à-dire on ne consomme pas ni de viande, on ne consomme pas de chair animale, ni de sous-produits animaux comme les œufs, le lait, etc. Alors ça peut faire beaucoup, certains estiment que c'est très mauvais parce que c'est un régime restrictif, mais en réalité la plupart des gens qui sont omnivores, c'est-à-dire qui mangent de tout, aussi bien du végétal que de l'animal, ils ont aussi un régime restrictif parce que la plupart ne connaissent pas tous les aliments que consomment les végétaliens. J'ai une amie qui me dit, moi je suis désolé, mais je mange de tout. Puis quand je vois son alimentation, c'est steak frites, steak purée ou steak patate le midi, et puis un morceau de jambon le soir avec encore un peu de charcuterie, et puis un bout de fromage et un dessert, quoi. Où sont les légumes, où sont les céréales, il n'y en a pas tant que ça. Donc si un peu de riz de temps en temps, mais alors est-ce que tu consommes du boulgour, est-ce que tu consommes du blé kémut, est-ce que tu consommes du quinoa, est-ce que tu consommes, quinoa c'est pas tout à fait une céréale, mais est-ce que tu consommes du sarrasin, est-ce que tu consommes de mie, du teff, on connaît pas tout ça. Et dans les légumes, est-ce que tu consommes des panais, est-ce que tu consommes, des brocolis, est-ce que tu consommes... Moi non, j'ai jamais mangé tout ça. En fait, on ne peut pas avoir une alimentation où on mange de tout, ce n'est pas possible, quoi. Enfin si, c'est possible de manière théorique, mais la plupart des gens ont des habitudes alimentaires et c'est tout à fait normal. Donc en fait, quand on dit attention, si tu manges pas de viande, si tu manges pas de produits animaux, tu vas avoir
une alimentation restrictive, eh bien dis-toi que si tu manges de la viande, tu vas aussi avoir une alimentation restrictive. Et puis si tu manges de la viande, est-ce que tu consommes la chair de tous les animaux terrestres? Bah non. Donc forcément, à un moment donné, c'est restrictif. Tu vois. De toute façon, moi je considère qu'il faut consommer en fonction de notre organisme. Bon. Dans le végétalisme, y a des gens qui sont diabétiques, ça arrive. Les gens qui sont diabétiques ne vont pas consommer la même chose, ou même si tu es omnivore et diabétique, tu ne vas pas consommer la même chose qu'un omnivore non diabétique. D'accord ? Donc, il ne faut pas avoir peur de la restriction. Ce qu'il faut, c'est avoir une consommation qui va bien avec notre organisme. Il est vrai que si tu consommes exclusivement des produits animaux, tu vas être en moins bonne santé que si tu consommes exclusivement des produits végétaux. Donc tu peux retenir qu'il faut avoir une part la plus importante possible de produits végétaux par rapport au reste. Alors le quatrième pilier, maintenant ça devient un peu plus technique, c'est contrôler la charge glycémique de ces repas. Alors qu'est-ce que c'est que la charge glycémique? Alors en fait la charge glycémique c'est à la fois, donc il y a deux critères en fait, il y a à la fois l'index glycémique et la quantité d'aliments dans un repas. Alors qu'est-ce que l'index glycémique? Alors déjà, il faut que tu oublies les notions de glucides lents, glucides rapides, et ça c'était quelque chose de très théorique. Il y a beaucoup de théories qui ont été échafaudées dans les années 60, qu'on a commencé à vouloir vérifier dans les années 70, puis après on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient absolument absurdes. Mais c'est normal, c'est ça la recherche, on émet une hypothèse. Est-ce que le cancer est contagieux? Bon, puis on fait des études pour savoir si le cancer est contagieux, tu vois. Et je veux dire, après, si tu considères, il n'y a aucune preuve scientifique, aucune recherche qui montre que le cancer est contagieux, tu peux en déduire que le cancer n'est pas contagieux. Si tu vois des cas où il semblerait que le cancer soit contagieux, tu peux dire, d'après nos recherches, le cancer est contagieux. Donc tu vois, il n'y a pas d'idée farfelue, simplement on émet des idées et après on le vérifie. Le problème, c'est que bien souvent dans l'inconscient populaire, on prend ces idées-là, on vérifie rien du tout, et puis on se les repasse d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre, et on finit par avoir des lectures du genre il faut privilégier les glucides forts, ou les glucides faibles, ou les glucides à digestion rapide, à digestion lente, etc. Puis en fait on s'aperçoit que tout ça, c'est du blabla et ça correspond à rien de métabolique, à rien de physique. En fait, l'index glycémique, c'est un critère qui permet de classer les aliments selon leur glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose présent dans le sang 2 heures après la digestion. Alors c'est un critère qui est très important pour les diabétiques, mais pas que. Quand on a une glycémie très forte 2 heures après la digestion, eh bien cela peut être préjudiciable sur la santé. Bon. Donc je ne vais pas détailler ici toutes les causes d'une glycémie trop forte dans l'organisme, mais on va regarder un peu plus ce qu'est l'index glycémique. Alors, ça a été découvert par qui ou c'était inventé par qui? Bon, alors pas par des gens qui se sont dit tiens, si on classait, tiens, cet aliment est rouge, ça doit être fort, ça doit bon. Il y a plein de choses comme ça, dans l'Ayurveda par exemple, l'alimentation ayurvédique. Je vais manger des tomates rouges parce que ça va me donner de l'énergie. Je vais manger... Là, j'ai envie de me calmer un peu. Je vais plutôt manger un panais qui est jaune. Bon, ça, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je me base uniquement sur des faits scientifiques. Et alors, l'index glycémique, ça a été mis au point dans les années 80 par deux grands scientifiques. Thomas Wolver, un docteur en médecine et docteur en sciences de la nutrition, et le docteur David Jenkins, devenu végétalien pour des raisons de santé. Leurs travaux combinés ont donné naissance à ce critère que l'on appelle l'index glycémique. L'index glycémique, c'est une chose, mais il faut mettre ça en relation avec la quantité d'aliments qu'on consomme. Parce que si on prend par exemple une pomme de terre cuite, sous forme de frites par exemple, l'index glycémique est très élevé, mais si j'en mange une seule dans mon repas, est-ce que ma glycémie va être très très importante 2 heures après la digestion? Sûrement pas. Alors que si j'en mange 300 grammes, là ça va pas être la même chose, évidemment. La charge glycémique, c'est à la fois l'index glycémique et la quantité de cet aliment que tu consommes au cours d'un repas. Donc l'idée, c'est pas seulement de consommer des aliments dont l'index glycémique est très bas,
mais c'est d'avoir la charge glycémique la moins élevée possible. Alors, il y a des critères de calcul, on en reviendra, on les développera dans une autre vidéo. Là, je te fais la liste des 7 piliers de l'alimentation santé, mais on ira plus loin dans chaque pilier pour détailler tout ça. Retiens quand même une chose importante, c'est que si tu consommes un aliment dont la charge glycémique est très élevée, pour baisser la charge glycémique, il ne faut pas, comme certains le croient, consommer beaucoup de gras, mais consommer des légumes verts. Donc imagine que tu consommes une assiette de frites, eh bien il va te falloir à côté manger beaucoup de légumes verts, si possible avant de consommer les frites, pour faire baisser la charge glycémique. Donc ça c'est vraiment un pilier de l'alimentation santé à prendre en compte et c'est valable pour tous les régimes alimentaires, qu'ils soient végétaliens ou non. 5e pilier, l'équilibre acido-basique. Alors peut-être qu'à force de te décrire les piliers, tu vas me dire ça commence à être un peu compliqué, s'il faut se transformer en scientifique. Non, si tu veux être en meilleure santé grâce à l'alimentation, il faut faire très attention à, oui effectivement, à plusieurs critères. Et à un moment donné, ça devient un réflexe, et puis bon, ça devient une seconde nature, et tu choisis tes aliments, et puis après, à force, tu fais tes recettes, tout ça, tu équilibres le tout, et puis t'es pas obligé de mesurer chaque aliment, de peser chaque aliment au gramme près, c'est pas du tout ma philosophie. La plupart des maladies dans le corps humain se développent sur un terrain acide. Donc si le terrain est très acide, eh bien, tu as plus de risques de déclencher des maladies. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir un terrain complètement alcalin. Le problème, c'est que si tu ne consommes que des aliments alcalins, eh bien, tu vas te retrouver avec beaucoup de carences. Donc, il faut forcément consommer des aliments acidifiants. L'idée, c'est d'avoir un ratio qui te permet de pas trop consommer d'aliments acidifiants par rapport aux aliments alcalinisants. Tu peux retenir en gros que si tu consommes 20% d'aliments acidifiants et 80% d'aliments alcalinisants, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour le corps humain. Le conseil que je te donne, c'est de commencer ton repas par les aliments acidifiants et de finir par les aliments alcalinisants. Je te parlerai de tout ça dans une autre vidéo, mais retiens déjà qu'il faut équilibrer ses repas aussi avec cette idée d'équilibre acido-basique. 6e pilier, c'est celui qui apparaît être le plus contraignant quand on commence à s'intéresser à l'alimentation santé, mais pourtant c'est capital, c'est la compatibilité digestive des aliments. Car en effet, il y a des aliments qu'il vaut mieux éviter de consommer l'un avec l'autre. Pourquoi ? On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais je t'explique le concept. En fait, ça c'est un concept qui a été développé notamment par Désiré Mérien, qui a travaillé pendant 40 ans sur l'alimentation humaine et justement sur la digestibilité des aliments. Et il s'est rendu compte qu'il y a des aliments qui sont incompatibles. Des aliments incompatibles, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les consommer, ça veut dire qu'il vaut mieux éviter de les consommer en même temps. Pourquoi ? Parce que ça risque de gêner la digestion et donc de créer des désordres qui vont générer de l'acidité dans le corps. Et on l'a vu dans le pilier précédent, il faut faire attention à l'acidité. Donc voilà, il faut connaître les complémentarités entre les aliments. Alors c'est pas extrêmement complexe. Il n'y a pas 256 compatibilités d'aliments, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a quelques critères à retenir, on en parlera dans une autre vidéo. Mais retiens qu'il faut aussi faire attention à la complémentarité entre les aliments, au niveau de la digestibilité, c'est pas facile à dire. Enfin, le 7e pilier, consommer majoritairement des aliments crus. Alors, majoritairement, ça ne veut pas dire exclusivement des aliments crus. Pourquoi ? Il y a déjà une chose qu'il faut absolument éviter, c'est de consommer cru des aliments qui doivent être cuits. Bon, on en reparlera encore une fois dans une vidéo beaucoup plus longue, mais il y a des aliments qu'il ne faut surtout pas consommer crus. La pomme de terre, par exemple, c'est toxique quand on la consomme crue. La tomate, elle peut se consommer crue, mais il est beaucoup plus intéressant et bien préférable de la consommer cuite. Si tu consommes de la viande, je te déconseille vivement de la consommer crue. Tu vas me dire, oui, mais si je la cuis, il y a plein de vitamines qui vont partir. Oui, mais il y a aussi beaucoup de poisons que tu vas trouver dans une viande crue qui vont disparaître avec la cuisson. Donc je ne dis pas que consommer de la viande ce soit forcément très bon pour la santé,
Mais consommer de la viande crue, ça c'est sûr que c'est très mauvais pour la santé. Donc le steak tartare, par exemple, qui est la viande crue, la viande de cheval qu'on consomme crue, ça c'est à proscrire absolument dans le cadre d'une démarche d'alimentation santé. Si tu prends par exemple de la patate douce et que tu essaies de la consommer crue, ça va être très dur à digérer. En fait, tout ce que tu as du mal à digérer en cru, il vaut mieux le cuire. Alors le cuire, ça ne veut pas dire le faire bouillir, enfin tu peux cuire des aliments dans l'eau bouillante, mais il faut éviter tout ce qui est friture, absolument, ça c'est très mauvais pour l'organisme. Pareil, on en reparlera plus longuement. Il faut éviter les fritures, il faut éviter tout ce qui est torréfié, grillé, voilà, tout ça, il faut éviter. Donc cuire, mais si par exemple tu prends une courgette et que tu la cuis et que ça devient de la bouillie, bah elle est moins intéressante à consommer que crue. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à consommer des aliments crus. Ils ont mal au ventre, ils ont mal aux intestins, ils ne se sentent vraiment pas bien. Donc, dire qu'il faut absolument manger cru tout le temps, parce que c'est la base, parce que comme ça tu manges des aliments vivants, bah oui, mais si tu manges des aliments vivants et que toi tu es à moitié mort parce que tu as du mal à les digérer, c'est pas une bonne chose. Alors, pour manger un aliment cru, il vaut mieux le râper ou le manger, d'en faire de petits cubes, de petits dés, et bien mâcher, d'accord. Mais malgré tout, certaines personnes ont quand même du mal à consommer des aliments crus. Donc, ce que j'ai découvert chez des érémériens, par exemple, c'est que tu peux les décrudir. Alors, certains appellent ça des crudités, moi je préfère appeler ça des aliments décrudis, c'est-à-dire qu'en fait, tu les fais cuire, non pas pour qu'ils soient réduits à de la bouillie, c'est-à-dire que quand tu trempes la fourchette dans l'eau bouillante ou dans l'eau très chaude et que tu piques l'aliment, il ne faut pas que la fourchette traverse l'aliment, mais il faut que tu sentes qu'il y a quand même une petite résistance. Donc l'aliment reste cru, mais pas tout à fait. Et c'est beaucoup plus digeste, beaucoup plus facile à consommer en tout cas comme ça, et c'est vrai que c'est généralement plus digeste. Donc si tu as vraiment du mal à manger cru, alors les fruits, il vaut mieux les manger crus que cuits, mais si vraiment tu as du mal à manger des aliments, par exemple des légumes crus, il vaut mieux les cuire un petit peu et qu'ils soient plus digestes que de les manger totalement crus. On considère qu'un aliment qui a été chauffé à 42 degrés Celsius, il est encore cru. Donc tu vois, tu peux le cuire à 42 degrés et quand même le considérer comme un aliment cru. Mais si tu le cuis un peu plus que 42 degrés, par exemple, certains se disent par exemple je vais prendre un cuit-vapeur. Ben, un cuit-vapeur, la vapeur c'est 100 degrés. Bon. Mais si tu cuis un légume à la vapeur et qu'il reste croquant ou qu'il reste, il n'est pas tout à fait croquant, mais enfin il n'est pas complètement réduit à l'état de bouillie, tu dépasses les 42 degrés Celsius, mais c'est pas grave en fait. Ce qu'il faut, c'est que tu puisses consommer des aliments avec le maximum de nutriments, le maximum de vitamines, mais que ce soit pas difficile pour toi à digérer. Les ayatollahs de l'alimentation crue qui te disent mais si tu peux tout consommer cru parce que c'est naturel, parce que l'homme est en contact avec la nature et dans la nature tout est cru. Bon oui, d'accord, mais il y a des plantes qui peuvent te tuer. T'as qu'à consommer un champignon vénéneux, tu vas voir si t'as beau être dans la nature et le consommer cru, ça va te tuer. Il y a des plantes qui peuvent te tuer. Moi, je me rappelle une randonnée où un gamin, j'étais pas là à cette randonnée, mais malheureusement, c'est son père qui me l'a appris. Son fils était très jeune et il n'a pas fait attention parce que bon, il suivait le mouvement. Le gamin, il marchait bien et il a trouvé une plante en forêt. Et puis il l'a porté à sa bouche, puis il a commencé à manger ça. Oh papa, c'est un drôle de goût. Puis il a vu ça, il a dit oh, qu'est-ce que tu manges? Allez non, recrache ça, c'est pas bon. Et puis son corps a commencé à s'emballer. Et il était envoyé vite aux urgences et malheureusement il est mort de tachycardie quoi. Donc c'est une plante qui l'a tué. Donc c'est pas parce que la plante est naturelle crue, qu'elle pousse naturellement dans la nature, qu'elle est faite pour l'homme. L'anthropocentrisme, c'est à éviter. Non, la Terre n'est pas faite pour l'homme. Non, l'univers n'est pas centré autour de l'homme. Donc il y a des aliments qui peuvent nous tuer. Donc il faut faire très attention à ça. Essaye de consommer un poireau cru. Enfin non, on n'essaye pas. Franchement, c'est plein de soufre. Enfin c'est très très mauvais pour la santé. Hein. Le poireau, ça se mange cuit. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et pas à 42 degrés. Il faut le manger bien cuit. Il faut vraiment que là, ce soit vraiment très tendre. S'il est encore un peu cru, il vaut mieux éviter de le consommer. Donc toi, tu as plein d'aliments comme ça. La patate douce, les pommes de terre. Ne consomme jamais une pomme de terre crue. C'est très mauvais. La pomme de terre, alors la pomme de terre, il ne faut pas la consommer crue, il ne faut pas la consommer verte non plus. Bon. Parce que là, alors si tu veux te suicider, tu consommes entre 1 et 2 kg de pommes de terre vertes, voire cuites, et là tu es sûr que tu vas te tuer quoi.
Quand on a le fait d'avoir intégré la pomme de terre en France, par exemple, ça a permis d'éviter beaucoup de disettes, enfin on va dire des famines, pour être plus général. Il y a beaucoup de gens qui mouraient de faim, c'était pas des famines en fait, parce qu'ils pouvaient manger, on appelait ça des disettes, parce que il manquait tellement d'aliments qu'ils tenaient pas, quoi. Et l'hiver, il y a plein de gens qui mouraient de faim. Je me rappelle avoir vu toute l'histoire de mon village, et tous les hivers, il y avait la moitié de la population qui mourait de disette. Et quand on a fait venir la pomme de terre et qu'on a commencé à la cultiver, il y a beaucoup de gens qui mouraient de consommer la pomme de terre. Tu dis, mais pourquoi? Eh bien parce qu'il a mangé cru. Et quand on s'est rendu compte que la pomme de terre cuite, c'était meilleur pour la santé, et comme par hasard, les cas de disette ont disparu. Il faut faire très attention à ça, quoi. Donc, évite les ayatollahs du cru qui vont te dire qu'il faut tout manger cru parce que c'est sûr, forcément, parce que c'est naturel, donc tu manges vivant. Donc, non, sûrement pas. Les amidons, vaut mieux les consommer cuits, va consommer des grains de blé crus. Enfin, c'est un peu étrange quand même. Donc pareil, les pâtes crues, non. Alors les pâtes sèches, oui. Il y a une différence par exemple entre les pâtes sèches et les pâtes cuites. Non, il n'y a pas de différence. Les pâtes sèches et les pâtes fraîches. Les pâtes sèches, c'est les pâtes qui contiennent des céréales uniquement. Les pâtes fraîches, c'est des pâtes qui contiennent des œufs. Mais les pâtes sèches, ça ne veut pas dire des pâtes crues. Si tu manges des pâtes crues, bon, ça croque sous la dent. Mais le problème, c'est que c'est impropre à la consommation, donc il faut éviter tout ça. D'accord? On n'est pas des oiseaux, hein, donc si tu consommes des graines, pourquoi pas, mais les graines, soit tu les fais germer, soit tu les fais cuire, mais tu les manges pas crus. D'accord? On n'a pas le corps d'un oiseau, on n'a pas le système digestif d'un oiseau. Donc il faut faire très attention à ça. J'en vois beaucoup qui font de l'extraction de jus, donc pour avoir des jus de légumes crus par exemple. Donc ça c'est très bien, enfin il n'y a aucun problème là-dessus. Les jus crus c'est très bon pour la santé. Mais qui se disent qu'est-ce que je vais faire des fibres qui restent? Parce que quand tu passes un aliment dans un extracteur de jus, donc tu exprimes en fait le légume ou le fruit et il ressort du jus, il reste la matière sèche. Et la matière sèche qui ne contient plus d'eau, elle est impropre à la consommation. Donc les gens qui se disent je vais en profiter pour en faire des chips, je vais les mettre dans un séchoir pour faire des chips croquantes et servir ça à l'apéro, si tu en consommes une de temps en temps à l'apéro, pourquoi pas, ça va pas te tuer, mais il faut vraiment éviter de consommer des fibres dans lequel il n'y a plus d'eau en fait. Le meilleur élément dans un aliment cru, c'est l'eau qui est passée par l'aliment. Donc c'est pour ça que certains arrivent à être en meilleure santé en consommant des jus de légumes crus, mais être en bonne santé avec des fibres dans lesquelles il n'y a pas l'eau des aliments, ça j'ai encore jamais vu quoi. Hein. Tu pourrais te dire oui mais qu'est-ce que j'en fais parce que ça me gêne de m'en débarrasser. Oui mais si c'est impropre à la consommation, autant les jeter quoi, tu vois. Faut pas consommer des fibres dénuées d'eau. Donc retiens qu'il vaut mieux manger majoritairement cru, mais il y a des aliments qu'il faut éviter de manger cru. Donc je retiens un peu la même proportion que pour l'acide base. C'est pas un critère très scientifique, mais ça donne une bonne base de travail, c'est-à-dire de consommer plutôt 80% de légumes crus et 20% de légumes cuits que le contraire. Mais si vraiment au début tu as vraiment du mal à consommer cru et à digérer cru, ce qui était mon cas au début quand j'ai commencé à consommer plus d'aliments crus que d'aliments cuits, au début, tu fais le contraire. Tu commences par manger 80% d'aliments cuits et 20% d'aliments crus, ou même 90% d'aliments cuits, 10% d'aliments crus, puis tu vois comment ton corps réagit, tu vois comment tu te sens après la digestion. Donc si tu consommes pas beaucoup d'aliments, tu consommes des repas légers, mais que tu as vraiment du mal à digérer, eh bien mange plus d'aliments cuits que d'aliments crus. Si tu manges beaucoup trop d'aliments cuits, trop cuits, alors qui sont pas avec de l'huile frite et des choses comme ça, mais tous les aliments sont en état de bouillie, je veux dire, et que tu digères très bien sûr il va te manquer plein d'éléments vitaux, très bien. Mais en tout cas, tu n'auras pas une mauvaise digestion. Et petit à petit, avec le temps, au fil des semaines, au fil des mois, tu vas intégrer de plus en plus d'aliments crus dans ta alimentation, beaucoup moins d'aliments cuits, mais il faut quand même conserver une part d'aliments cuits parce que y a des légumes, encore une fois, ou des féculents que tu vas pas pouvoir manger crus. Donc, tu vas de toute façon, pour avoir une meilleure santé, il faut garder une part d'aliments cuits dans son alimentation.
Il y a beaucoup de choses à dire sur l'alimentation saine, énormément de choses à dire, et je ferai donc beaucoup de vidéos là-dessus pour explorer déjà les 7 piliers de l'alimentation santé que nous venons de voir, les explorer plus en profondeur. Si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, en cliquant sur la cloche, puis sur toutes les notifications, pour être prévenu de la diffusion des prochaines vidéos. Je te souhaite bonne santé, bon appétit, à très bientôt sur Cuisine Santé Vegan.